Bienvenue sur Abdulaziz TV, la chaîne qui analyse avec précision nos Lions avant la CAN 2025. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Spécial CAN 2025, on s'intéresse à un gardien au parcours atypique, mais vraiment exceptionnel, Maury Diao. Un joueur qui a surpris tout le monde, c'est clair. Un joueur qui a montré un mental incroyable et qui arrive aujourd'hui comme une vraie option pour l'équipe nationale du Sénégal. Absolument. Installez-vous, on commence. On parle souvent de lui comme d'un phénix, tu vois, ce joueur qui a dû plonger dans l'anonymat pour mieux renaître. C'est une belle histoire, c'est sûr, mais est-ce que ça suffit pour garder les buts du Sénégal ? C'est toute la question. Et je dirais même que l'image du phénix, elle est juste, mais peut-être incomplète. On se focalise sur la renaissance, mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'il a appris dans les cendres, quoi. Ah oui, c'est intéressant ça. L'idée aujourd'hui, c'est pas juste de raconter sa belle histoire, c'est de comprendre comment les années de galère ont fabriqué un gardien très particulier. Et de voir si ce profil, forgé par l'épreuve, correspond aux besoins du Sénégal pour aller chercher un titre. D'accord, alors allons-y, plongeons dans ce parcours. Pour ceux qui connaissent pas forcément en détail, Maury Diao a 30 ans. Il a fait ses classes dans de bons centres de formation en Europe, une trajectoire qui semblait, classique, quoi, toute tracée. Et puis au moment où ça doit décoller, c'est l'inverse. Une longue traversée du désert dans des divisions inférieures, en Bulgarie, en Suisse. C'est une chute qui est brutale, hein. Carrément. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Tu passes d'infrastructures quasi parfaites à des terrains compliqués, des vestiaires modestes et surtout l'indifférence. Personne ne parle de toi. C'est là que beaucoup de carrières s'arrêtent. Ah bah oui, 99%. Le talent, ça suffit plus. Il reste que le mental. Soit tu t'effondres, soit tu te construis une carapace. Et lui, visiblement, il a choisi la deuxième option. Après 16 années dans l'ombre, il revient en France et il explose avec Clermont Foot en Ligue 1. Et pas juste un bon gardien, hein, il devient l'un des plus respectés du championnat. C'est ça qui est fou. Ce retour a complètement relancé le débat sur la hiérarchie des gardiens en sélection, un débat qui semblait totalement clos. Et ce qui est contre-intuitif, et c'est le cœur du sujet pour moi, c'est que sa plus grande force aujourd'hui, c'est pas son talent brut. C'est ses échecs. Comment ça ? Chaque attaquant qu'il affronte en 1 contre 1 est moins intimidant que la menace de l'anonymat qu'il a déjà vaincu. Cette force tranquille, ça s'apprend pas à l'entraînement avec des plots. C'est forgé dans la difficulté, la vraie. Mais est-ce que cette résilience, cette belle histoire, on la voit vraiment sur le terrain ? Ou c'est juste un truc complexe sur ses performances ? Ah mais on la voit à chaque seconde. Un gardien qui a connu ça, il aborde pas la pression de la même manière. Quand son équipe est menée 1-0 à la 80e, il panique pas, il a connu bien pire. D'accord. Ses coéquipiers le disent, c'est un joueur qui se laisse jamais déstabiliser par une erreur. Au contraire, c'est quand c'est tendu, quand l'équipe est en danger, qu'il a l'air le plus calme, le plus focus. Il puise sa force dans l'adversité, en fait. Exactement. L'adversité, ça a été son quotidien pendant des années. Et cette force mentale, du coup, ça se voit dans sa façon de jouer. Sur sa ligne, par exemple, qu'est-ce qui le rend si spécial ? On entend dire qu'il est l'un des meilleurs en arrêt pur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de réflexe pur, de capacité à sortir un ballon impossible, il y a peu de gardiens à son niveau en Europe. Il fait partie de ceux qui réalisent le plus d'arrêts par match en Ligue 1, c'est pas pour rien. Tu as un exemple en tête ? Ah oui, je me souviens d'un match de Clermont contre le PSG. Clermont était paumé, complètement dominé. Et le score à la mi-temps, c'était 0-0, uniquement grâce à lui. Il sort 3 parades de classe mondiale en 5 minutes face à Mbappé et Dembélé. Ah oui, quand même. C'est ça, le mode sauveur. C'est cette capacité à devenir un mur quand son équipe subit. Il y a aussi sa réputation en 1 contre 1. On dit qu'il est excellent. Exactement. Et ça, c'est un mélange. Il y a les réflexes, bien sûr, mais il y a aussi son gabarit, cette présence qui fait que le but paraît plus petit pour l'attaquant. Et surtout, un sang-froid remarquable. Il se jette pas, il attend le dernier moment. C'est une qualité essentielle aujourd'hui. D'accord, donc très fort sur sa ligne, décisif. Mais la pression de la CAN, avec le maillot du Sénégal, c'est une autre dimension. Est-ce que ce profil de sauveur dans une équipe qui subit, c'est vraiment ce dont le Sénégal, qui est souvent favori, a besoin ? C'est une excellente question. Et la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, le Sénégal est favori, mais les matchs de CAN, c'est rarement une partie de plaisir, hein. C'est clair. Ce sont des matchs fermés, tactiques, où tout peut basculer sur un détail. Même contre des équipes plus faibles, tu peux passer 20 minutes à souffrir. Dans ces moments-là, avoir un gardien qui a l'habitude de faire 5 ou 6 arrêts décisifs par match, c'est une assurance vie. C'est un bon point. C'est peut-être plus rassurant qu'un gardien d'un grand club qui touche 3 ballons par match. Exactement. La fiabilité, la constance, c'est la clé dans un tournoi court.
Et c'est un argument qui revient beaucoup chez les supporters au Sénégal. Il est vu comme celui qui fait le moins d'erreurs. C'est vrai. Et il y a un autre aspect, plus subtil, son leadership. On le décrit comme un leader discret. Ça sonne un peu bizarre pour un gardien, non? On s'attend à ce qu'il crie, qu'il harangue sa défense. C'est exactement ça, hein. Le gardien, c'est le patron, on l'imagine bruyant, autoritaire. Eh ben lui, c'est différent. Son leadership, il passe pas par les décibels, mais par l'exemple. C'est son calme qui rassure, sa concentration qui impose le respect. Je vois. Quand un match devient électrique, c'est le genre de joueur qui va rester imperturbable et qui, juste par son attitude, va calmer tout le monde. Ses arrêts parlent pour lui. Dans le chaudron d'un match de CAN, cette force tranquille, ça peut être incroyablement précieux. On a bien cerné ses forces, elles sont impressionnantes. Mais pour une analyse complète, il faut aussi parler des faiblesses. Et le point qui revient tout le temps, c'est son jeu au pied. On le dit irrégulier. C'est le principal point d'interrogation, en effet. C'est pas qu'il est incapable de faire une bonne relance, mais sous un pressing intense, il peut avoir tendance à se précipiter, à faire un choix moins judicieux. Attends, mais dans le football moderne, où tout part du gardien, où on lui demande d'être un 11e joueur de champ, un jeu au pied irrégulier, c'est pas un handicap rédhibitoire, ça. Tu mets le doigt sur le vrai débat tactique. Est-ce que c'est rédhibitoire? La réponse est « ça dépend ». Ça dépend de quoi? Ça dépend entièrement du projet de jeu du sélectionneur. Si l'objectif, c'est de faire un jeu de possession à la City, avec une défense très haute et des relances courtes systématiques, alors oui, Mory Diaw n'est probablement pas le meilleur choix. Ses faiblesses seraient trop exposées. Et si la stratégie est différente? Voilà. Si le plan de jeu, c'est de s'appuyer sur un bloc solide, compact, et de miser sur des contreurs rapides, là, le tableau change complètement. D'accord. Dans ce scénario, on ne demande pas au gardien d'être le premier meneur de jeu. On lui demande d'être un mur. Et dans ce rôle-là, ses qualités sur sa ligne l'emportent largement sur ses lacunes au pied. Le choix de Diaw, c'est pas juste un choix de joueur, c'est un choix de philosophie. Et ça rejoint les autres points faibles qu'on lui prête, des sorties aériennes parfois hésitantes, moins à l'aise dans un jeu haut. C'est la même logique. On a vu un concurrent comme Yehvan Diouf sortir à 30 mètres de ses buts, on imagine mal Diaw faire ça. C'est exactement ça. Diouf, il est plus dans le moule du gardien libéraux moderne. Diaw, c'est plus un gardien classique, un protecteur de but exceptionnel. Aucun profil n'est meilleur que l'autre dans l'absolu. Ils sont juste adaptés à des systèmes différents. La vraie question, c'est, pour gagner la CAN, on a besoin d'un libéraux ou d'un mur? C'est la question à 1 million. Du coup, ça nous amène à la question clé. Quel est le plan de jeu de Pape Thiaw et est-ce que Mory Diaw y a sa place? D'après ce qu'on sait, le sélectionneur a un portrait robot assez précis de ce qu'il attend, un gardien solide, qui rassure, qui parle et qui est prêt mentalement. Et quand tu mets ce portrait robot à côté du profil de Diaw, la ressemblance est troublante, hein? C'est vrai. Le mental d'acier forgé par les épreuves, il coche la case. Le calme qui rassure, c'est sa nature. La préparation au combat d'une CAN, tout son parcours l'y a préparé. Il semble presque avoir été taillé sur mesure pour le coach. Alors, concrètement, ça se traduit comment dans la hiérarchie? On parle d'un numéro 2 très solide, où il peut vraiment viser la place de titulaire? Je pense que Pape Thiaw a un luxe, mais aussi un sacré casse-tête. Il n'a pas juste des noms. Il a des outils différents pour des situations différentes. Dans un premier temps, Diaw, c'est le numéro 2 idéal. Le remplaçant sur qui on peut compter? Exactement. Le genre de mec qui rentre sur le terrain et personne ne panique, parce qu'on sait qu'il a le niveau et le mental. C'est une sécurité énorme. Mais il n'est pas venu juste pour s'asseoir sur le banc, j'imagine. Ah, certainement pas. C'est un candidat plus que crédible au poste de numéro 1. Sa régularité en club plaide pour lui. En cas de méforme de Mendy ou de Diouf, il est là, au sommet de son art, prêt à prendre la place. Il met une pression saine et constante sur la concurrence. Et il y a une troisième possibilité qui me semble encore plus intéressante, c'est ce rôle de spécialiste. C'est là que ça devient passionnant d'un point de vue stratégique. On peut tout à fait imaginer un scénario où il n'est ni le numéro 1, ni le numéro 2, mais le titulaire pour certains matchs. Ah oui, ok. Imagine un quart de finale contre une grosse nation offensive, le Maroc, le Nigeria. On sait qu'on va passer une grande partie du match à défendre, à souffrir. Ok. Ce jour-là, on n'a peut-être pas besoin d'un premier relanceur, on a besoin d'un mur, d'un sauveur. Dans ce contexte précis, titulariser Mory Diaw pourrait être un coup de génie tactique. Donc en fait, sa présence dans le groupe, c'est bien plus que juste des arrêts. C'est une nouvelle palette d'options pour le sélectionneur. C'est exactement ça. Il apporte du calme, de l'expérience, et cette capacité unique à être décisif quand ça chauffe.
Sa valeur n'est pas que technique, elle est psychologique et stratégique. Pour résumer tout ça, on peut dire que Mori Diao, c'est pas juste une option de plus. C'est le symbole d'une alternative crédible, construite sur la résilience et des compétences très spécifiques. Tout à fait. Son parcours incroyable a forgé un gardien avec un mental à toute épreuve. Et son profil de sauveur, même avec ses limites au pied, correspond de manière surprenante aux exigences d'un tournoi comme la CAN et aux attentes de Pape Thiaw. C'est une très bonne synthèse. Et le plus grand bénéfice de son retour au premier plan, au fond, c'est qu'il a forcé tout le monde à se poser les bonnes questions. Ça nous laisse avec une pensée finale, une question à méditer avant la compétition. On t'écoute. Au-delà de savoir qui sera numéro 1, la présence de Mori Diao impose une réflexion plus profonde à la sélection. Dans une compétition aussi intense et imprévisible que la CAN, faut-il privilégier le statut et la continuité, ou bien la forme du moment et une force mentale éprouvée par les plus grandes difficultés? La réponse à cette question pourrait bien devenir la clé du parcours des Lions.